Merci aux organisateurs du colloque. Enfin, je sais pas si je dois vous remercier dans le fond, parce que comme tu l'as dit, j'ai été en poste ici pendant longtemps, je suis parti, et je sais pas si finalement ton invitation continue à me rendre addict à l'Université de La Réunion, ou si elle m'aide à rendre le sevrage plus doux. J'hésite entre les deux. Alors on n'est pas là pour parler de mon addiction à La Réunion et à son université. On est là pour faire le lien entre sport, addiction et dopage. Et on va le faire en deux temps. Dans un premier temps, juridiquement, ça sera moi, professeur de droit. Et puis, dans un deuxième temps, ça sera le docteur Galland, d'un point de vue plus scientifique. Je vais aborder, moi, le lien entre le droit, le sport, les addictions, et le docteur Galland s'intéressera plus particulièrement aux produits dopants, aux produits interdits, voire aux procédés interdits, aux substances interdites par les sportifs. D'une manière générale, d'une manière scientifique, d'une manière médicale, d'une manière sociologique, psychologique, les liens entre le sport et les addictions sont triples. On pense à trois choses. La première, c'est la pratique sportive comme forme d'addiction spéciale, ce qu'on appelle la bigorexie. Ça peut être une addiction que de faire trop de sport. La deuxième chose à laquelle on pense, c'est la pratique sportive comme moyen de lutte contre d'autres addictions, contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, contre la toxicomanie. Et puis la troisième chose, c'est la pratique sportive comme facteur d'addition commune. Alors les mêmes, le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie, et puis on peut y ajouter les jeux d'argent, sous la forme particulière des paris sportifs en ligne, voire des paris hippiques. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est assez simple. Je crois que je peux le résumer en une formule. Le droit s'intéresse assez peu aux deux premiers liens, c'est-à-dire à la pratique sportive comme addiction et à la pratique sportive comme moyen de lutter contre les addictions. Il s'intéresse dans le fond qu'au troisième lien, la pratique sportive ou le sport comme facteur d'addiction, et encore, il s'y intéresse surtout d'une manière indirecte. C'est pas tellement le but des normes dont je vais vous parler, c'est un effet collatéral de ces normes. Reprenons en quelques mots. Sur le fait d'abord que le droit est relativement indifférent à la pratique sportive comme addiction ou à la pratique sportive comme moyen de lutter contre les addictions. Bon, c'est un fait à peu près admis aujourd'hui que l'on peut être dépendant à la pratique sportive. On appelle la bigorexie, c'est une maladie qui est inscrite sur la liste des maladies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2011. Alors, voilà comment le Centre d'études et de recherche en psychopathologie de Toulouse définit cette addiction. Il dit que c'est un besoin irrépressible et compulsif de pratiquer régulièrement et intensivement une ou plusieurs activités physiques et sportives en vue d'obtenir des gratifications immédiates, et ce malgré des conséquences négatives à long terme sur la santé physique, psychologique et sociale. Faire du sport, c'est bien. En faire trop, ça pose de vrais problèmes parce que la vie est organisée autour de ça. La vie en famille, tout est fait autour de ça. Les vacances sont faites autour de ça. Et si le type va pas faire son footing, il est malade, il est malheureux, il déprime, il emmerde tout le monde autour de lui. Bon. Alors, ça n'intéresse pas tellement le droit. Le droit met clairement l'accent sur la promotion de l'activité sportive. La promotion, et faiblement, sans doute trop faiblement, sur les risques d'une pratique sportive intensive. Bon, que le droit encourage la pratique sportive, c'est une évidence. Pour s'en convaincre, je vais vous lire le tout premier article du Code du sport. Oui, on a un Code du sport, on a un Code civil, un Code pénal, on a un Code avec un Code du sport. Et il a un premier article, c'est l'article L100. 100-1, alors je vous le lis en entier, c'est un petit peu long, mais quelque part tout est dit. Les activités physiques et sportives constituent un élément important, de l'éducation, de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont d'intérêt général. Rien que ça. Alors, on peut contester un peu cette vision idyllique du sport, certains diraient même candide, on peut la critiquer en s'appuyant sur la théorie critique du sport qu'incarne en France Jean-Marie Braun, l'opium du peuple, bon, qui a remplacé un autre opium, j'y avais pas pensé, mais l'opium du peuple pour décrire le sport, c'est pas mal vu le thème du colloque, mais enfin, on peut contester tout ça, c'est sans doute beaucoup, c'est donner beaucoup de vertus au sport, mais on peut pas nier quand même que la pratique sportive présente quelques avantages pour la santé, en tout cas dès lors que ce n'est pas trop, dès lors que ce n'est pas excessif. Vous connaissez la formule de Churchill, quand on lui demandait le secret de sa santé, il répondait « no sport », pas de sport. Oui, bon, c'est bien pour le mythe. Disons que s'il avait répondu « la chance », pour expliquer qu'il est mort à presque 90 ans, ça aurait été plus juste que pas de sport. Alors, le droit essaie de ne pas trop compter sur les astres, en tout cas moins que Churchill, et il n'est pas étonnant, il est même très opportun que les politiques publiques soient orientées vers la promotion du sport. Un des derniers exemples en date, c'est le sport sur ordonnance. Bon, le médecin qui peut prescrire une activité physique ou sportive à un patient, activité qui sera donc remboursée par la sécurité sociale. C'est un bon exemple que le droit promeut le sport comme facteur de santé, mais c'est aussi un bon exemple que, dans le fond, le droit ne s'intéresse pas tellement au sport comme moyen de lutter contre les addictions. Ce dispositif-là, le sport sur ordonnance, qui date de l'an dernier à peu près, d'abord, ça ne concerne pas le sport, c'est l'activité physique, pas tout à fait la même chose, l'activité physique et le sport, et puis ensuite, c'est un moyen de traiter uniquement des affections de longue durée, Parkinson, Alzheimer, diabète, cancer. Ça ne concerne pas la lutte contre le tabagisme, contre l'alcoolisme, contre la toxicomanie. Le médecin peut très bien vous conseiller de faire du sport, hein, c'est pas interdit, mais ça ne sera pas remboursé au titre de ce dispositif. Alors, il y a quelque chose d'excessif que de prétendre que le droit ne traiterait la pratique sportive que comme une bonne chose et jamais comme une source de risque pour la santé. C'est évident pour des risques périphériques à la pratique sportive, comme le dopage, et on y reviendra, mais c'est également vrai concernant les risques de la pratique sportive en tant que telle. Vous connaissez tous le certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive. Pour obtenir une licence, pour aller faire du sport dans un club, et encore plus en compétition, il faut aller voir un médecin qui vous examine et puis vous dit vous êtes apte, et puisque vous avez ce certificat, vous allez avoir la licence, et donc vous allez pouvoir pratiquer. Mais justement, ce certificat, c'est un bon exemple que ce qui intéresse le droit, c'est la non-contre-indication physique, pas le reste. L'esprit de la loi, c'est d'imposer aux médecins de vérifier qu'il n'y a pas, un risque pour la santé physique du patient, mais de déceler une addiction au sport, peu importe. C'est-à-dire, quand on prend la Société française de médecine du sport, elle publie un questionnaire pour aider les médecins à faire passer cette visite. Vous pouvez prendre le questionnaire, il n'y a aucune question sur cette dépendance éventuelle psychologique au sport. Ce sont des questions physiques, uniquement des questions physiques. La licence, il fallait la demander, il faut toujours l'avoir tous les ans. Mais pendant longtemps, il fallait chaque année avoir un certificat médical. Ce n'est plus obligatoire, moins en principe, il y a des sports dérogatoires, enfin, en principe, maintenant, c'est tous les 3 ans. Et entre-temps, on remplit un questionnaire. On envoie le questionnaire à la fédération, et ce n'est que si dans ce questionnaire il y a quelque chose d'alarmant qu'il faudra que le sportif aille voir son médecin. Et bien dans ce questionnaire qui a fait l'objet d'un arrêté ministériel, là encore, aucune question pour déceler une pratique excessive. Ce sont juste des questions physiques et uniquement des questions physiques. Alors, il y a des choses un petit peu particulières pour les sportifs de haut niveau. Là, on s'intéresse un peu plus à leur bilan psychologique. Bon.
quelque part, la loi, elle fournit déjà des outils. Pour attirer l'attention sur les risques d'une pratique sportive intensive. La loi sur la communication audiovisuelle de 86, elle oblige les chaînes de télévision à diffuser des messages de prévention contre le dopage et plus généralement contre tous les risques de la pratique sportive. Le CSA a édicté il n'y a pas très longtemps une délibération pour dire exactement aux chaînes de télévision comment mettre en œuvre cette disposition de la loi. Bien, la délibération du CSA, vous pouvez la lire, elle ne parle que du dopage, uniquement du dopage, rien que de ça. Bref, le droit s'intéresse à la promotion du sport, pas tellement à une pratique sportive excessive qui pourrait donner lieu à une addiction. Deuxième temps de l'intervention, c'est que le droit s'intéresse au sport comme facteur d'addiction. Mais c'est un intérêt très indirect. Il y a un ancien joueur de foot du Saint-Étienne de la grande époque qui a publié hier son autobiographie. Alors, il dit « Je me suis consommé dans le dopage, la dope, l'alcool, dans les bras des femmes, en flambant des millions dans les casinos. J'ai joué avec le feu et j'ai cramé ma vie. Mais je suis toujours debout. » Jean-François Larios pour les spécialistes. Là-dedans, sont dans le fond condensés tous les risques d'addiction dont peut être porteur le sport. Le dopage bien sûr, les drogues et l'alcool, ainsi que les jeux d'argent. Le droit s'intéresse aux trois, d'une manière générale, mais plus spécifiquement dans un contexte sportif. Les jeux d'argent. Pendant longtemps, ça a été un monopole de la Française des Jeux. En tout cas, si on exclut les casinos et puis les loteries, les associations. Monopole de la Française des Jeux. 2010, on ouvre le marché des paris sportifs en ligne, juste en ligne, pas en dur, avec des bookmakers, comme ça se fait en Angleterre, et idem pour les paris hippiques. Ouverture à la concurrence. Très bien. Mais c'est une ouverture encadrée. Seules des sociétés qui respectent certaines obligations pour obtenir un agrément pour accéder à cette activité en France et rendre donc accessible leur site internet à des personnes sur le territoire. Et pour avoir cet agrément, il faut faire la preuve, et ainsi que pour le garder, faire la preuve qu'on est capable de lutter justement contre le jeu excessif ou pathologique. Donc oui, quelque part, là, la loi s'intéresse à ça, aux paris sportifs comme forme d'addiction au jeu. Mais c'est très périphérique. C'est-à-dire que le but de la chose, si on avait pu choisir, on aurait gardé le monopole de la Française des Jeux, si vraiment on avait eu le choix. Si on a ouvert, c'est parce que l'Union européenne nous l'imposait, au nom de la libre concurrence, du libre établissement, et on a trouvé juste une astuce pour limiter un petit peu l'ouverture, c'est d'avancer l'argument, je pourrais dire, le prétexte de la santé publique. Mais vraiment, ce n'est pas le but de l'encadrement que de protéger la santé publique, et notamment l'addiction au jeu. S'agissant de l'alcool et la drogue, les liens avec le sport sont ambivalents. Oui, le sport peut permettre de lutter contre l'alcoolisme, la toxicomanie, mais le sport est aussi un facteur de cette consommation excessive d'alcool et de consommation de drogue. Alors, pendant qu'on est pratiquant, quoique c'est sans doute pas là l'essentiel, les fameuses troisième mi-temps, le milieu des garçons, des adolescents, bon, mais surtout après. Il y a eu un rapport, le rapport Caracchio, il y a de ça 2 ans, c'était en 2015, sur l'après-carrière des sportifs professionnels. Et voilà ce qu'on peut lire. Une fin de carrière non planifiée et ou peu préparée conduit parfois à des situations très délicates, à l'origine, dans certains cas, de comportements addictifs liés à la consommation excessive de substances, alcool, drogue et l'émergence d'états dépressifs. Oui, les sportifs qui ont été tout-puissants, des dieux du stade, quand ça s'arrête, ils ont parfois du mal à l'accepter et pour rendre ce moment plus agréable, j'exagère, mais se rendre ce moment plus pour oublier ce moment, dans le fond, ils ont tendance à tomber dans autre chose. Et donc, à la suite du rapport Caracchio, il y a une loi qui a été votée. Il y a une loi qui a été faite pour accompagner les sportifs tout au long de leur carrière en vue de leur fin de carrière. Qu'ils ne se trouvent pas au chômage, sans rien, qu'ils aient un emploi. Cette loi, elle existe. Mais là encore, le fait d'éviter que les anciens sportifs tombent dans la dépression, l'alcoolisme, le tabagisme ou je ne sais quoi, ce n'est qu'un effet collatéral de la loi. Ce n'est pas le but premier de la loi. Ça va en partie l'empêcher, mais ce n'est pas le but. Et sur le dopage,
Ça, il fait aucun doute que le droit vise spécialement à lutter contre le dopage sportif. Dopage sportif d'ailleurs. Un politique peut se doper tant qu'il veut pour tenir les séances de nuit à l'Assemblée nationale. Un universitaire peut faire pareil quand il supporte plus les étudiants, il peut se bourrer de tout ce qu'il veut, enfin sauf du Zamal parce que c'est pénalement répréhensible et de la cocaïne, mais enfin autre chose, il peut. Un sportif, non. C'est interdit pour les sportifs, le dopage. Non, mais je veux dire que c'est interdit, d'accord. Mais je ne suis vraiment pas persuadé que le droit de la lutte contre le dopage vise à lutter contre les addictions. Bien sûr qu'il y a un lien entre dopage et addiction, parce que certains produits dopants sont également des produits addictifs, sans doute plus généralement parce que il y a une communauté de ressorts psychologiques entre le fait de se doper et le fait de se droguer. Je ne parle pas seulement de l'habitude de la seringue, hein, quand on commence à se mettre de certains produits dopants en seringue. Après tout, passer à l'héroïne, c'est bon, peut-être moins difficile que pour d'autres. Non, le fait de surpasser ces difficultés à l'aide de produits magiques. Un peu ça, le ressort psychologique. D'ailleurs, l'OMS dont je parlais tout à l'heure fait un lien clairement entre le sport, le dopage et la toxicomanie, en tout cas dans son programme tel qu'il avait été élaboré en 93. Donc oui, mais le but de la lutte contre le dopage, ce n'est pas de lutter contre les addictions. En luttant contre le dopage, indirectement, on lutte contre les addictions, et ce n'est pas le but. Le but, c'est simple, c'est la lutte contre la triche, c'est l'égalité des compétiteurs, c'est le sport propre, hein, au nom du fair play, de l'esprit sportif et tout ça. Théoriquement, pour qu'un produit soit sur la liste des substances dopantes, il faut qu'il remplisse 2 critères parmi 3. Les 3 critères, c'est amélioration des performances, 1. Deuxième critère, contrariété avec l'esprit sportif, 2. Troisième critère, l'atteinte à la santé. 2 sur 3 suffisent. On pourrait donc imaginer, théoriquement, qu'un produit qui n'améliore pas les performances, qui n'est pas susceptible de cacher la prise de produits améliorant des performances. Donc un produit qui serait juste contraire à l'esprit sportif et juste entre guillemets, dangereux pour la santé, puisse être inscrit sur la liste. Ce que l'on constate, c'est que le critère prédominant, c'est l'amélioration des performances, ou alors un produit permettant de cacher un autre produit qui, lui, améliore les performances. Un exemple, et puis je m'arrêterai là pour passer la parole au docteur Galland. La cocaïne. Là, c'est l'exemple type du produit qui est à la fois addictif et dopant. La cocaïne est sur la liste des produits dopants, la liste de l'Agence mondiale antidopage que la France reprend à son compte. C'est sur la liste. Mais c'est sur la liste des produits qui sont interdits en compétition, et uniquement en compétition. Ça veut dire qu'un sportif qui à l'entraînement prend de la cocaïne ne risque aucune sanction disciplinaire. Il risque éventuellement une sanction pénale, c'est un autre problème, mais pas de sanction au titre de la lutte contre le dopage. Le cannabis, c'est pareil, c'est interdit en compétition, mais pas hors compétition. Pourtant, le risque de devenir addict, il est aussi important quand on prend du cannabis hors compétition que si on en prend en compétition, et idem pour la cocaïne. Est-ce que c'est mal? Je suis pas sûr. Enfin, je dis juste que le droit de la lutte contre le dopage, son but, ce n'est pas la santé publique. Contrairement à ce que l'on dit, quand on prend le code du sport, c'est classé dans justement la protection de la santé des sportifs. Mais tout ça, c'est dans le fond plus fait pour légitimer l'intervention de l'État. Pour que l'État intervienne, encore faut-il qu'il y ait une raison de le faire. Sinon, on laisse ça aux fédérations sportives, c'est là on laisse ça au mouvement sportif. Mais ce n'est là encore qu'un but indirect, en tout cas de mon point de vue. Et les sportifs qui ont pris de la cocaïne à des doses importantes qui n'ont pas été sanctionnées, il y en a beaucoup, parce que ce n'était pas en compétition, c'était à l'entraînement ou à un autre moment. Ça, c'est l'affaire du droit pénal, pas l'affaire du droit disciplinaire du sport, et donc ça n'a pas de lien direct avec le sport. Merci. Merci. D'abord, je voudrais remercier moi aussi
Madame Cathy Pomard et le docteur Mété ainsi que... Pardon. Excusez-moi pour ce petit déficit. Tout d'abord, je voudrais remercier Madame Cathy Pomard et Dr David Mété ainsi que tous les organisateurs de ce colloque de me permettre d'intervenir sur un sujet qui m'est cher, le dopage et les produits qui sont employés dans le dopage, les produits qui donnent des addictions. Je ne vous ferai pas une liste complète, mais je vous en parlerai de quelques-uns et je m'attarderai sur des produits qui sont particulièrement intéressants à La Réunion, étant donné qu'ils donnent des violences et qu'on pourrait peut-être les incriminer dans certains types de violences faites aux femmes ou autres. Donc je terminerai par là. Et d'abord, je voudrais commencer mon propos en vous disant que pour parler après le professeur Maisonneuve, qui est un spécialiste du droit du sport, c'était un peu difficile. Et donc j'ai voulu considérer l'aspect antinomique des mots. Sport, dopage et addiction. Certes, le sport peut être responsable de bigorexie, d'addiction au sport, et la recherche de la sécrétion d'adrénaline, d'endorphine, de dopamine et puis de sérotonine est un besoin, même pour le sportif habituel, qui n'est pas dans un esprit de compétition. Comme vous l'avez dit, chérie, je t'en prie, reprends ton footing le matin, c'est insupportable quand tu arrêtes. Pour le sportif de haut niveau, s'ajoute l'addiction au podium, à la célébrité, aux honneurs, l'argent, et il est bien difficile de s'arrêter. Une étude de 1999 montrait que sur les 378 patients sous méthadone dans 4 centres en Suisse, 50% avaient fait du sport de façon intensive. Le centre de cure thermale de Saint-Gervais-Mont-Blanc était également connu pour son accueil d'anciens sportifs devenus toxicomanes, pour les raisons que vous avez particulièrement bien détaillées. Donc, actuellement, quels sont les produits addictogènes que peuvent employer les sportifs? L'alcool, bien entendu, interdit dans 4 sports jusqu'au 31 décembre de cette année, l'automobile, les motonettismes, l'aéronautique et le tir à l'arc, eh bien, sera supprimé des listes à partir du 1er janvier 2018. La nicotine. La nicotine, on peut se dire que la cigarette n'est pas excellente pour un sportif. Eh bien, la nicotine, elle est employée en direct. Tout simplement, elle est beaucoup plus efficace. Alors qu'il s'agisse d'usage de snus, qui est du tabac à priser, qui est mis entre la lèvre supérieure et la gencive, particulièrement connu des sports d'hiver et dans les pays nordiques, il aurait permis quand même la diminution des problèmes liés au tabagisme. Ça, c'est un petit truc à part. Mais également, cette nicotine peut malheureusement être employée avec les produits utilisés pour lutter contre le tabagisme, et y compris la cigarette électronique. En 2011, le laboratoire antidopage de Lausanne a étudié 200 échantillons de sportifs de haut niveau de 43 disciplines différentes. 23 d'entre eux comportaient des traces de nicotine, avec des niveaux de concentration correspondant à une prise du produit dans les 3 jours précédents. Et une autre étude a montré que les doses de nicotine retrouvées dans les urines correspondaient à la prise de 14 paquets de cigarettes journaliers. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Eh bien, la nicotine, bien qu'elle remplisse les 3 critères pour être sur la liste des produits dopants, est simplement sur la liste de surveillance de l'Agence mondiale antidopage. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre quelqu'un qui fume et quelqu'un qui se dope. Et donc, étant donné qu'il y a des avocats spécialisés pour cette défense, ça ferait beaucoup de combats d'avocats. Et comme par exemple pour la caféine, qui avait été placée sur la liste des produits dopants en 1982 et qui en a été retirée en 2004, parce qu'on ne pouvait pas faire la différence entre ces produits. Par contre, quant à la caféine, Anctil disait « Moi, je préfère me la faire en intraveineuse, il n'y a pas de passage hépatique et ça marche beaucoup mieux. » Donc peut-être qu'on pourrait y repenser. La caféine est toujours sur les listes de surveillance et elle est
encore en augmentation. Alors, comme vous l'avez souligné, le mot dopage ne s'adresse qu'aux sportifs. Pour les autres, ça s'appelle des conduites dopantes. Et le docteur Patrick Laure, spécialiste du dopage et des conduites dopantes, était venu nous expliquer ça très bien à la Réunion. Et effectivement, ne sont sanctionnés que les sportifs, et encore que les sportifs qui font une compétition dans une fédération reconnue. Les culturistes qui l'emploient beaucoup, ce sont des loisirs, c'est pas du sport. Et donc, ils ne sont pas contrôlés. Or, on sait que ces culturistes, ils ont le physique de dopés aux stéroïdes anabolisants et avec des risques très, très importants sur le plan psychique et sur le plan de l'agressivité. Pour continuer avec mes produits, je voulais vous dire qu'il est extrêmement difficile de s'y reconnaître dans les produits de la liste de l'Agence mondiale antidopage. Ce sont des formules chimiques et le sportif s'y reconnaît à grand mal. Même les médecins et les pharmaciens, pour eux, c'est un peu compliqué. Des produits qui sont addicogènes que nous allons aborder sont parfaitement connus. Vous avez bien sûr les dérivés morphiniques, employés comme antidouleur, bien connus comme addictogènes. Et la morphine est, par contre, les deux dérivés opioïdes, que sont la codéine et le tramadol, sont sur la liste de surveillance. Et on se rend compte que là aussi, il y a une augmentation. À signaler que la codéine n'est plus vendue que sur ordonnance depuis le 1er juillet 2017. Le cannabis est sur la liste des produits dopants, on en a pas mal parlé. Et s'il est employé comme relaxant pour favoriser le sommeil à petite dose ou comme ontalgique, comme l'employaient les Gramoun dans le temps, il peut sérieusement perturber un match tel ce joueur d'une équipe particulièrement chargée qui est allé tirer systématiquement dans ses buts. Un peu dommage. Les dopages positifs au cannabis étaient très fréquents. En 2011, il y en a eu 6 sur 11 cas positifs. Et naturellement, en métropole, c'était une équivalence. L'ANMA a modifié le seuil pour être positif de tétrahydrocannabinol et il faut désormais 150 nanogrammes par millilitre au lieu de 15 nanogrammes par millilitre. Autrement dit, il l'a multiplié par 10. Comme pour la caféine et la nicotine, on a tenu compte de l'usage hors dopage, mais là, il s'agit d'un produit interdit. Ce sont les amphétamines qui ont fait prendre conscience que le dopage pouvait avoir des risques. En effet, un jour de juillet 1967, Tom Simpson, par un jour de soleil, il faisait chaud, s'est écroulé et n'a pu être réanimé. Certes, chaleur, déshydratation, effort, mais on a retrouvé des amphétamines dans ses poches et dans son sang. L'impensable était arrivé, un cycliste était mort sur le Tour de France. Donc ça, c'était pas du tout les premiers décès, c'était pas du tout les premiers ennuis qu'on avait avec le dopage, mais il n'était pas forcément rapporté à celui-ci, et ce n'était même pas considéré comme illicite. Maurice Herzog, ministre des Sports, a lui-même dit « Mais moi, je n'ai pu réussir à atteindre l'annapurna que parce que j'avais pris des amphétamines ». L'éphédrine aussi a été beaucoup utilisée. Je vous signale aussi que les amphétamines étaient dans le pot belge, qui était un mélange également d'héroïne et de cocaïne, qui a circulé pendant longtemps jusqu'à l'arrivée de produits beaucoup plus sophistiqués. L'éphédrine, autre stimulant, qui avait les mêmes effets, les mêmes risques d'AVC et d'infarctus, a été beaucoup utilisée pour cet effet et pour maigrir. Lorsqu'elle a été complètement interdite, parce que la FDA, qu'elle a été interdite par la FDA, ses petites sœurs ont pris la relève, la pseudoéphédrine et la sénéphrine, qui sont sur les listes de surveillance de l'AMA. L'autre stimulant, la cocaïne, vous en avez parlé, et comme le cannabis, elle n'est interdite qu'en compétition, produit récréatif autorisé, point d'interrogation.
Bon, je vous parlerai pas des alibis qui ont été donnés pour éviter d'être positifs, comme les baisers à la cocaïne. Certains sont morts, comme Pantani, quand même, de son addiction à la cocaïne, et d'autres qui n'étaient pas dans le monde sportif. Il serait intéressant quand même de connaître le nombre de sportifs qui en prennent, mais aussi le nombre des personnes du monde du spectacle, politiques ou de dirigeants, qui en prennent pour tenir le coup. Certains s'en vantent après coup, disant qu'il y a prescription, et ce n'est pas un exemple extraordinaire pour les jeunes. Les stéroïdes sont sur la liste de l'AMA, et les médias confondent souvent les corticostéroïdes et les stéroïdes, sous-entendu les stéroïdes anabolisants androgènes. Ils ont le même noyau stérol, mais les premiers, qui sont très employés par les sportifs, sont interdits en et hors compétition et bénéficient souvent d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Fini, 5 minutes. Et ils ne donnent pas de réelles addictions, mais ils peuvent donner lieu à des sevrages avec insuffisance surrénale. Les stéroïdes anabolisants androgènes sont des produits dont l'effet addictif est contesté parce qu'ils n'arrivent pas chez tout le monde. Ils n'existent pas non plus avec n'importe quel stéroïde anabolisant, particulièrement ceux qui sont androgènes. Ils répondent à tous les critères de l'addiction, je ne vous en parlerai pas. Et quand même, il faut signaler une augmentation des doses qui peut aller jusqu'à 100 fois la dose thérapeutique qui était préconisée. Il y a une poursuite malgré les effets indésirables nombreux. Tout ça, c'est très bien expliqué sur Internet. Il y a des gens qui sont des spécialistes, qui connaissent tout et qui vous apprennent un peu comment ça fonctionne. Je ne détaillerai pas tous les risques qui sont extrêmement impressionnants vu le manque de temps qui nous reste. Je voudrais insister surtout sur une caractéristique extrêmement importante, ce sont les troubles psychologiques très sévères que peuvent donner les stéroïdes anabolisants. Il peut y avoir des troubles de l'humeur avec une agressivité impressionnante et ça peut conduire, rarement heureusement, mais souvent, lorsque la personne sous stéroïde a pris de l'alcool, à une roïdrage. Cette rage des stéroïdes qui a mené au meurtre un certain nombre de gens et qui est décrit comme irrépressible par les utilisateurs, j'en ai suivi quelques-uns, et surtout après l'usage d'alcool, et parfois chez des gens déclarés comme gentils et sans problème. On lit ça dans les journaux pour certaines personnes qui ont agressé les Dallons, leur famille, leurs femmes, qui sont allées jusqu'au meurtre. Il y en a eu 6 cette année, 6 réunionnaises cette année, dont une en métropole. Et il faut signaler qu'au moins 2, si ce n'est plus, faisaient des sports nécessitant la prise de stéroïdes. Le kickboxing, il faut regarder les sportifs et on peut réellement se poser la question. Chris Benoit, en 2007, un grand catcheur et lutteur américain, a tué sa femme, sa fille, et s'est tué lui-même après. Il était sous stéroïdes. Je ne vous détaillerai pas tous ceux qui ont commis des crimes. Mais on peut se poser la question. À La Réunion, lorsqu'un homme tue sa femme, vous savez qu'il y a un triste record, ça dépasse le double de la France métropolitaine. Ne devrait-on pas rechercher la prise de stéroïdes anabolisants en plus de l'alcool, du cannabis, des différents médicaments comme l'Artane qui ont été invoqués? Je n'ai pas entendu parler de stéroïdes anabolisants, ils sont addictogènes de façon très importante. En Suède, il est procédé à des dosages urinaires de stéroïdes anabolisants devant tout acte particulièrement agressif, positif à 30%. Important. Alors, pourquoi faire des dosages qui coûtent très cher et pour lesquels nous n'avons pas d'argent? Certainement pas pour que ce soit un facteur atténuant la responsabilité de l'agresseur, mais pour prévenir les récidives, pour qu'il existe une prise en charge réelle de ces addictions par des addictologues, des endocrinologues, des équipes au fait de la question. Pour qu'il existe une information des médecins et paramédicaux, des équipes sociales, des forces de sécurité, sans que ce soit à très grande échelle pour éviter une plus grande utilisation, comme après les réflexions de McGeer aux États-Unis, ce footballeur américain qui, après avoir parlé à des jeunes de ces prises de produits, les pro-hormones, les précurseurs de la testostérone, a augmenté de 5 millions
de dollars à 100 millions de dollars. Je ne tiendrai pas à ce que nous fassions la même chose en incitant les jeunes à avoir une prise importante. On ne peut pas protéger une personne dépendante contre elle-même, avons-nous entendu tout à l'heure. Mais il s'agit là aussi de protéger la société et d'éviter des addictions au risque gravissime. Je pense que nous avons une action à mener pour protéger ces femmes victimes de violences, pour protéger d'autres personnes de la société réunionnaise qui commettent des actes violents et on dit c'est l'alcool. Et si c'était pas que l'alcool, et si nous pouvions faire quelque chose pour prévenir tout ça? Je vais m'arrêter ici puisque je n'ai pas plus de temps. Mais je pense que c'est une question sérieuse qui devrait être étudiée. Je vous remercie de votre attention.